Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur l'histoire du château de Saconnet. Dans la première partie, nous avions présenté cette énigme qui nous paraissait pertinente. Cette fois, nous allons nous intéresser à sa fondation et pour ce faire, nous allons voyager dans le temps à l'époque du Moyen-Âge. Pour mieux nous imprégner du contexte médiéval, nous allons suivre l'histoire d'un chevalier de la région qui a été témoin de sa mise en place et de sa construction. Bien sûr, l'aventure de celui-ci est une fiction, bien que les faits historiques l'accompagnant soient réels. Je vous souhaite bon voyage.
Puisque nous sommes au puits ancestral, avant de poursuivre avec Guy-Henri Darbon, revenons au temps présent car il est important de préciser sa position primordiale avec une nouvelle étude en complément de la première vidéo. Donc l'axe partant du puits médiéval a sa diagonale qui est définie par la position du bassin rectangulaire, pointant ensuite le sommet de la tour nord, puis l'autre puits du XVIIIe siècle, survolant ensuite les hauteurs du Bois des Roches pour aller symboliquement finir sa course au sommet du Mont Blanc. Nous avions arrêté une distance de 1597 mètres au-dessus du Bois des Roches en rapport avec celle de l'axe Puy-Roche-Saint-Vincent-d'Agny, puisque celle-ci vaut 15 975 mètres, soit le même nombre x 10, ce qui nous semblait déjà probant. Cependant, le point 1590 en question ne correspond pas parfaitement au point le plus haut du Bois des Roches, ni à la position des roches néolithiques les plus remarquables, ce qui me posa quelques doutes. Il fallait donc confirmer la justesse de cet axe par une autre relation plus fiable. Pour ce faire, j'ai repris les méthodes utilisées par les géomètres du néolithique pour le positionnement de leurs mégalithes. Je dois ce qui suit aux travaux de messieurs Howard Crowers, Éric Charpentier, Pierre Coucy, chercheurs émérites indiscutables. Ainsi, ils ont découvert que les anciens bâtisseurs utilisaient un quadrillage avec le carré en base, puis les multiples de celui-ci assemblés bout à bout, selon l'orientation recherchée. Nous pouvons ainsi nous trouver en présence de bicarrés, tricarrés, etc. Ce système à géométrie modulaire permet de définir des diagonales de façon précise malgré des angles au nombre irrationnels. Notre objectif sera donc d'inclure notre diagonale dans une grille de plusieurs carrés pour valider une intention calculée. Les relevés de Google Earth nous donnent un premier indice encourageant puisqu'entre les deux axes définis dans la première partie, nous notons un angle de 7,13 degrés, ce qui correspond invariablement à l'angle de la diagonale obtenue à partir d'un octocarré, soit 8 carrés. Il nous reste donc à définir la longueur d'un côté du carré et de la multiplier par 8 pour obtenir une longueur précise. Le problème est que nous ne connaissons que la longueur de la diagonale définie de façon arbitraire. Il nous faut une autre donnée pour obtenir un calcul fiable. Celle-ci viendra de la pierre des Trois Évêques, mégalithe phare du Pilat dont j'avais fait remarquer dans la première vidéo son axe parfait à 90 degrés sur notre Bois des Roches. Nous figurons donc cet axe en survolant le dit bois et nous pouvons constater que celui-ci vient couper l'axe Puy-Roche-Saint-Vincent puis celui Puy-Mont-Blanc. De ce fait, nous obtenons la possibilité de définir et de mesurer une droite figurant le côté est d'un rectangle. Nous pouvons maintenant reporter en ouest une droite parallèle et égale à celle-ci. Puis refermons ce rectangle au nord par un segment égal au côté sud. Et donc, si la théorie est bonne, le segment figurant l'axe Puy-Roche-Saint-Vincent coupé par celui de la pierre des Trois Évêques doit mesurer 8 fois la valeur des côtés du rectangle précisément défini. Le résultat parle de lui-même. Nous sommes bien en présence d'un octocarré, donc d'une mise en place précise et structurée ne devant rien au hasard. Nous pouvons maintenant donner une longueur fiable à notre diagonale et déterminer un point précis qu'il reste à valider sur place. Quoi qu'il en soit, cela confirme l'importance de l'emplacement du puits et de certains éléments du château dans ce maillage millénaire. Notez que dans le Pilat, nous sommes en présence de la même géométrie dans une relation pierre-source définie par un octocarré. Retournons maintenant dans le passé pour retrouver notre chevalier.
Imaginons donc être en possession des plans originaux que nous avons tracés en nous basant sur 3 données à notre disposition, à savoir les images satellites de Google Earth, datant de 2012, date choisie car c'est cette année que le satellite est le plus à la verticale du château, les données cadastrales du très sérieux ministère public et le cadastre dit napoléonien, puisque ordonné par lui et terminé en 1835. Nous y retrouvons les 3 axes majeurs que nous avons matérialisés dans la première vidéo. La position centrale de l'ancien ermitage, la bascule de l'ensemble des bâtis de 4 degrés selon les axes cardinaux, la position asymétrique de la tour nord, la fermeture de l'enceinte en nord et une entrée unique en nord-est. Une première superposition avec l'image satellite nous confirme la justesse de l'ensemble du plan. Avec le cadastre foncier du gouvernement, nous sommes aussi alignés, mais surprise, la tour nord est inexistante. Et décidément, cette tour nord nous apporte bien des mystères et c'est pas fini. Enfin, le cadastre napoléonien valide encore la justesse de notre plan, mais surtout nous apporte quelques surprises. Nous pouvons donc valider une fermeture totale de l'enceinte en or jusqu'à cette époque. L'ensemble est curieusement coupé en deux par 2 ouvertures en est et ouest à ciel ouvert. Et enfin, notre fameuse tour nord occupe ici une position bien différente, mais bien plus cohérente. Cherchez l'erreur. Aurait-on déplacé cette tour plus tard, ou est-ce une erreur de l'arpenteur ? Notre plan validé, nous pouvons commencer la construction virtuelle. Donc après avoir déterminé précisément les axes cardinaux en partant du centre de l'ermitage, en premier sera déterminé l'emplacement de la tour du Midi, car sa position est extrême dans le dénivelé du vallon. Bâtir au-delà aura nécessité des remblais importants et donc des fondations instables. La tour du Levant est ensuite positionnée et centrée à une distance de 40 mètres en nord-est selon un angle surprenant de 49 degrés, puisque c'est 4 degrés de plus que l'orientation des équinoxes. Quant à la tour du couchant, elle prend place à 35 mètres en nord-ouest selon un angle de 319 degrés pour 315 degrés, donc de nouveau un décalage de 4 degrés. C'est cette longueur de 5 mètres de moins qui permet, malgré la bascule de 4 degrés, de pouvoir conserver un alignement parfait entre ces 2 tours. Ouais, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Nous remarquons que 35 vaut 7 fois 5 mètres, tandis que 40 vaut 8 fois 5 mètres, donc une différence de 1/8, ce qui peut nous rappeler notre relation en octocarré définie précédemment. Reste à placer cette fameuse mystérieuse tour nord qui occupe une position qui semble correspondre à rien, si ce n'est, et c'est peut-être là la seule raison, qu'elle est centrée en est-ouest sur l'axe Puy-Bois-des-Roches. Nous posons le bâtiment sud-est à qui nous donnons une largeur arbitraire de 8 mètres, qui pourrait être le logis du Seigneur. Actuellement, nous mesurons 13 mètres, mais nous savons que cette partie a été agrandie au XVIe par les frères Saconnet. Puis le bâtiment sud-ouest, dans lequel nous ne pensons pas qu'il y ait eu d'entrée d'accès extérieure à l'origine. Nous imaginons ici le stockage des denrées alimentaires, le logement des gens de maison. Grâce au cadastre napoléonien, nous pouvons lever le doute sur l'existence du bâtiment nord, aujourd'hui complètement disparu, qui confirme la présence d'une enceinte close. Nous y figurons les écuries. Enfin, les bâtiments sud, où nous imaginons l'entrée principale avec ses dispositifs de défense propres au siècle qui nous concerne. Le toit terrasse est inspiré du cadastre napoléonien puisque cette partie est représentée sur celui-ci à ciel ouvert. Nous pouvons maintenant ajouter tous les détails pour nous imprégner de ce qu'aurait pu être cette maison forte à sa création. Retournons maintenant dans le passé et retrouvons Guy-Henri Dargaud.
Nous savons que la caraudière sera vendue en 1558 par un certain Jean de Lamps aux frères Saconnet. La vocation sacrée du lieu a-t-elle perduré, la légende transmise aux nouveaux propriétaires? Pour conclure la vidéo, alors que sa totalité était déjà finalisée, nous avons recherché les origines possibles du mot caraudière. Même en vieux français, nous n'avons pas trouvé de définition. Le mot le plus approchant serait charaudière. C'est intéressant car sa définition et celle de ses dérivés s'orientent tous autour de la magie et de la sorcellerie. Alors une autre racine pourrait être carroyage, ce qui nous oriente cette fois vers la géométrie, comme vous pouvez le découvrir dans cette description où l'on retrouve les principes de ce que nous avons exposé dans les deux vidéos. On pourrait toujours dire que le hasard a bien fait les choses. Je vous laisse maintenant avec vos réflexions et vous dis peut-être à bientôt pour une trilogie.